Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Bon, ça roule aujourd'hui à l'émission. Moi, j'adore les publicitaires. Je trouve que c'est des gens qui sont pleins d'imagination. Je suis très contente d'en recevoir un aujourd'hui en studio. Il s'appelle Olivier Goulet-Lafont, concepteur, rédacteur chez Seedly. Bonjour, Olivier. Bonjour, ça va bien? Oui, ben moi, ça va très bien. Fantastique. La raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est que j'ai eu un gros coup de cœur pour une de vos récentes campagnes publicitaires pour la compagnie Rona. Donc, vous êtes parti d'une chanson que on a tous chanté, en tout cas les gens de ma génération, beaucoup, My Sharona du groupe The Knack. Exact. Et c'est comme un verre d'oreille, cette tune-là. Vous l'avez transformée. On va écouter la pub d'abord, un petit extrait, en tout cas. Puis après, on en parle. Vous allez nous raconter comment vous avez eu cette idée de fou-là. Parfait. Quand c'est ton cinquième aller-retour en 2 jours, arrête de chercher puis demande à Mike chez Rona. Là, tu cherches le stock, il est pas là. Ouf, un tuyau, de l'eau qui revole, ça va pas. T'as besoin de Mike. Wow! Mike chez Rona. OK. Moi, il faut que vous m'expliquiez comment vous partez de cette tune-là que tout le monde connaît, qui est un verre d'oreille, à Mike chez Rona. Ben, je pense que l'opportunité était sur la table depuis longtemps. On n'était pas les premiers à avoir entendu Rona dans cette tune-là. Ben oui. Mais je pense que c'était le temps, le bon moment avec nos clients de comme l'activer, puis cette idée-là. Votre client Rona. Exactement. Qui est en fait un client de notre agence, Seedly. Ouais. Donc, nous, on trouvait que c'était l'opportunité parfaite. Puis après ça, ben, fallait aller à la base, fallait contacter le groupe, fallait aller chercher les droits pour pouvoir utiliser la chanson, pouvoir la transformer au final, parce que comment c'est arrivé, c'est qu'on a acheté la partition et non la toune originale, comme on change les paroles. Ouais. Et on l'a recomposé au complet. Donc, la mélodie musicale, ça a été fait par nos collègues de chez Circonflex. Eux, ils ont tous recomposé la toune, ils ont repris une guitare, un drum et compagnie pour tout refaire la toune. Puis après ça, nous, comme travail créatif, on est venu appliquer des paroles là-dessus, s'assurer que ce soit le fun, que ce soit drôle, que ce soit insightful, que les gens se retrouvent aussi dans ces paroles-là, qu'ils se reconnaissent dans des situations de rénovation ou quoi que ce soit qui peut arriver au printemps. Puis on fait un clip avec ça, puis ça devient, on l'espère, le hit du printemps. Et un bon verre d'oreille, comme tu as dit en ouverture, je pense que on veut que les gens l'aient pogné dans la tête, puis je crois qu'on a ce qu'il faut entre les mains pour y arriver. Ben, en fait, on va vous détester en vous adorant. 100%. C'est-à-dire que c'est sûr que de toute façon, la prochaine fois qu'on va entendre, mettons, My Sharona de Nax, on va penser à Mike chez Rona. Puis quand on pense, ça va être un cercle vicieux infini pendant des mois et des mois. Moi, je suis fascinée par le processus créatif. Donc, c'est sûr que vous avez cette idée-là. Votre idée, elle ne fonctionne pas si les gens du groupe de NAC refusent. Non. Donc, la première étape, c'est de les contacter puis de vérifier avec eux. Comment ça se passe? Est-ce que vous les avez vraiment eus au téléphone ou c'est une compagnie qui gère ça puis qu'eux, ils ont jamais... De toute façon, ils savent-tu même qu'il y a une compagnie qui s'appelle Rona quelque part dans le fin fond du Québec? Savent-tu que ça existe, le Québec? Je crois qu'ils ont été plus approchés vraiment en mode on est intéressé par votre tune. Ils devaient un peu nous voir sortir de nulle part, un peu. Là. Mais concrètement, je crois pas qu'un membre du groupe a été approché plus que soit leur agent ou une compagnie qui gère les droits de la chanson. Fait que nous, du moment qu'on avait ces droits-là, je crois qu'ils ont eu droit de regard sur ce que le produit est venu. Il y avait un moment où ils pouvaient le visionner. C'est-à-dire qu'il fallait pas, mettons, j'imagine qu'ils n'auraient pas donné les droits si c'était pour faire un truc, mettons, à caractère haineux 100%. Ou à caractère sexuel ou, tu sais, des affaires qui vont contre leurs valeurs, mettons. Tout à fait. Il a fallu qu'on explique... pour vendre des marteaux puis des planches. Voilà. Bon. Il a fallu qu'on explique nos intentions. Puis... je ne sais pas concrètement, mais j'ai l'impression qu'ils ont dû être charmés par cette proposition-là. Que crime dans un marché sur la planète Terre, il n'y a qu'au Québec où elle peut fonctionner, cette campagne-là. Il y a de quoi de précieux et de très fort là-dedans, surtout en pub. Là. Pour nous, c'était vraiment un insight ultra fort, un lien déjà tracé qu'on ne pouvait pas s'empêcher d'utiliser. Alors là, vous vous asseyez avec les créatifs. Là, c'est des gens, des filles et des gars avec des drôles de lunettes faites en Suède. Oui, c'est ça. Mal peignés un peu, les cheveux fous. Ben là, oui, ça, c'est le look du publicitaire. Regardez, nous, on a tous les passe-droits. Je pourrais arriver habillé en clown, puis ça, c'est correct, je suis un créatif. Ben oui, c'est un créatif. Alors, évidemment, on a tous l'idée, parce qu'on a tous regardé Mad Men, donc Madison Man, qui se passe dans le milieu de la publicité des années 50-60. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Mais il reste quand même, ce qu'on retient de Mad Men, c'est le moment où les créatifs rencontrent le client
et proposent l'idée qu'ils ont. Là, ils ont des grands cartons, puis tout ça. Fait que quand vous avez proposé l'idée aux gens de chez Rona, est-ce qu'ils ont dit oui tout de suite? Est-ce qu'ils sont partis à rire? Ils ont dit, vous êtes une gang de fous? Ça a été particulier, comme c'était une toune déjà connue. C'est un truc qu'on avait déjà jasé avec le client. Il y a moins eu un moment ultime où là, on doit rentrer dans la salle et vendre notre salade. Il y a eu un moment. Plus ou moins. Cela dit, on est arrivé à la première présentation avec la toune écrite, qu'on avait fait une démo de notre côté. Donc, ça a été un peu notre feu d'artifice, si on veut, de pouvoir faire aller la toune, l'entendre tout de suite. Déjà, d'avoir une impression de ce à quoi ça va avoir l'air une fois qu'on va l'avoir enregistré puis on va l'avoir composé. Donc, ils ont eu un show de boucan dès la première seconde. Puis je pense que ça les a charmés, justement. On s'est un peu battu même contre nous-mêmes d'être capable de faire mieux que notre maquette. Ça a été ça un peu le combat avec le client de... il aimait tellement la maquette qu'il a fallu qu'on trouve mieux puis qu'on soit capable de fabriquer quelque chose d'encore plus exceptionnel. Fait que je pense qu'on y est arrivé, puis entre autres avec les talents de chanteurs avec qui on a contribué, mais c'est ça le défi plutôt. Mais il y a toujours cet aspect-là que dans tous nos projets de pitch de vente, de devoir être devant le client, de vendre sa salade. C'est un peu le nerf de la guerre, j'oserais même dire en publicité, d'arriver à trouver une pépite, une idée qui est précieuse, qui est bonne, puis d'être capable de la conserver pour qu'elle soit aussi bonne de la ligne départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ça doit être hyper frustrant. Des fois, tu as une sacrée bonne idée, puis ton client n'est pas assez intelligent pour le voir. Ça fait partie de la game. Puis tu le remets dans tes cartons pour le vendre à un autre client. Des fois, où c'est un jeu d'équilibre avec le client, c'est d'arriver à négocier avec eux. Puis ça dépend aussi d'un client à l'autre. Il y a des clients que j'aime dire qui ont goûté au sang, qui ont vu un peu le fun qu'on pouvait avoir avec des campagnes qui frappent fort puis qui sont très insightful, comme je disais précédemment. Donc, souvent, une fois qu'un client a justement goûté au sang, qui a eu le goût, qui a eu le plaisir à faire une campagne publicitaire, il va être plus ouvert après ça, à la suite, à faire des idées un peu plus folles, un peu plus qui sortent de l'ordinaire. Puis on s'entend que pour qu'une pub marque puis fonctionne, ben on peut pas faire du réchauffé. Il faut arriver avec des trucs nouveaux, des trucs frais qui vont intéresser les gens, puis qui vont faire crime. Là, je vais être à l'écoute. C'est pas quelque chose que j'ai vu 14 fois en écoutant la télévision. C'est nouveau, c'est frais. Ça me donne le goût d'être à l'écoute puis c'est ça, d'être là. Olivier, justement, il y a des gens qui voient ce que vous avez à côté de vous, le petit carnet. Oui. Quand vous dites faut pas oublier nos idées, il faut être capable de... Est-ce que justement vous utilisez ça comme un outil précieux de noter des petites phrases, des petits moments cocasses de votre quotidien? Comment c'est votre outil dans votre quotidien? 100%. Je pense du moment qu'on est briefé sur une idée, on veut rien perdre de nos pensées. Moi, ma blonde, je la gosse des fois, tard le soir, on est couchés les deux dans le lit, puis j'ai une idée, puis je m'enregistre avec mon téléphone, puis elle dit qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis juste en train d'enregistrer un flash parce que je veux pas le perdre, puis je veux être certain de pouvoir le récolter. Mais oui, une fois je pense que c'est propre à la création dans bien des domaines, une fois qu'on est briefé, que la graine est plantée, ben ça marine, puis en tout temps, on porte avec nous un peu le brief, puis on y réfléchit dans le métro tout le temps. Puis c'est aussi une job de connexion avec l'humain, la publicité. Donc, l'observation en général, de voir les gens, de tester l'idée avec des gens aussi qui sont en publicité, qui sont pas en publicité, pour être capable de voir c'est quoi ses défauts, c'est quoi ses forces de cette idée-là, puis être capable de pouvoir ensuite l'aligner, puis qu'elle soit à son meilleur, à son plus fort, puis qu'elle puisse frapper ça fait partie de nous, ça nous suit tout le temps un peu. Mais pour notre plus grand plaisir. Oui, j'imagine. Le grand dilemme des créatifs, comme vous dites, c'est des fois, il y a des idées qui sont extraordinaires. Le client dit oui, la publicité d'un point de vue créatif est fabuleuse. Ce qui est le cas avec Rona, d'ailleurs. Ce sont d'excellents clients qui ont le goût. Oui. Bravo. OK, c'est bon. On voit que vous êtes publicitaire. Non, mais j'ai l'air c'est vrai, c'est vraiment des bons clients. Puis ça paraît, je pense, dans leur dernière année publicitaire. La pub avec Norman Brathwaite. Ils ont fait une activation sur la langue de la Réno également, sur le nom des outils. C'est tous des trucs, je pense, qui s'inscrivent dans une volonté du client de se rapprocher du public québécois, puis de montrer qu'ils le comprennent bien aussi, qu'ils comprennent sa réalité. Mais éloignons-nous du cas Rona un instant. En général, est-ce que ça arrive des fois, la publicité est extraordinaire, mais ça ne sert pas son but, c'est-à-dire ça ne fait pas vendre, ça pogne pas? Ou des fois, une publicité super ordinaire, un peu bâclée, faite à 23h le soir dans le coin de la table, ça pogne et ça réussit son but. Je pense que les deux sont possibles. Pour moi, l'idée, tant qu'elle a ce qu'il faut pour connecter avec le public, même si, en termes de production, elle est peut-être moins bien faite, moins bien craftée, qu'on dit souvent, moins bien fabriquée,
si elle a vraiment une connexion réelle, elle peut fonctionner quand même si elle n'est pas belle, la publicité, mettons, je peux dire de façon basique. Mais vous êtes créatif. Oui. Donc, alors, votre corde sensible, c'est qu'évidemment, elle soit belle, qu'elle soit imaginative, puis tout ça. Mais en même temps, la raison pour laquelle vous arrivez à gagner votre vie à la fin du mois, c'est parce que ça vend. Si votre publicité, elle ne vend pas. Donc, il y a ces deux impératifs-là, l'impératif commercial et l'impératif créatif. Est-ce que c'est frustrant des fois? Ça fait partie de la job. Je pense que ça peut être frustrant parfois, mais ça reste que l'objectif reste quand même de vendre des trucs ou de vendre un comportement, parce que c'est pas que des produits. Des fois, on fait de la publicité pour des trucs comportementaux. Des trucs sociétals. Exactement. Ouais. Donc, oui, on a nos parts de frustration. J'avouerais que c'est quasiment plus frustrant de notre côté, avec les clients, des fois, de ne pas arriver à vendre des idées auxquelles on croit beaucoup, plus que d'arriver à la fin puis de dire mon idée géniale, elle n'a peut-être pas eu la portée que je voulais de façon marketing, mettons. Elle n'a peut-être pas rapporté le nombre de dollars que moi j'espérais en tant que créatif. Mais au moins, l'idée, j'en suis fier, je l'aime quand même. Donc, c'est un équilibre à marcher. Je pense que les deux peuvent arriver. Les deux situations peuvent se présenter. C'est sûr que pour le client, ultimement, il faut qu'il y ait un profit au bout de la ligne. Vendre des marteaux ou améliorer sa notoriété. Donc, marteler une chanson pour vendre des marteaux. Voilà. Attends, vous devriez m'engager comme créative. Des idées jeunées, là, comme ça. Elle fait des très bonnes blagues aussi, si non, vous cherchez pas des vraiment. humoristes. Là. Le jeu de mots est à la mode dans notre domaine, donc c'est toujours bienvenu. Elle a fait un jeu de mots avec contribuable, imagine-toi donc. Ouais, c'est pas facile. Les contribuables. Ouais, plus des cons que des tribuables. Hey, merci beaucoup. Je rappelle votre merci nom. À vous. Olivier Goulet, Lafond, concepteur, rédacteur chez Sidley. Exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.